Faire partie de l'alvéole d'innovation, c'est un peu un saut dans le vide. Je pense qu'on a la chance d'être avec des gens de plein de domaines qui ont des réflexions avancées sur le développement urbain, le développement social. Puis en même temps, on s'est porté par un processus de voir ensemble, est-ce qu'on est capable de penser différemment, de faire des liens, de sortir du cadre, aussi cliché que ça peut avoir l'air. Mais je pense qu'on a un processus intense qu'on a démarré cet après-midi avec des citoyens à partir d'histoires de citoyens, de vécus. On avait un groupe qu'on a appelé l'alvéole d'innovation, formé d'experts de tous horizons qui ont réfléchi à la question de comment croiser le social et l'urbain pour penser le Montréal de demain. Donc, ces gens-là ont vécu un autre processus. La première personne, c'est Véronique Islas. Elle est directrice du Carrefour de ressources en interculturel. Nous avons aussi M. Gérard Baudet, professeur titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Il est notamment directeur de l'Observatoire de la mobilité durable, chercheur associé chez l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge du développement urbain et immobilier, chercheur associé à la Chaire de recherche du Canada en patrimoine bâti. Nous avons aussi Mme Véronique Fournier, directrice du Centre d'écologie urbaine de Montréal. M. Cédric Constantin, chargé de projet au groupe MAC. Nous avons également Mme Joanne Derome, directrice des services à la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal. M. Maxime Bragoli, cofondateur de la pépinière Espace Collectif. Nous avons également Marie-France Reynaud, directrice du Centre de recherche Léo Barac sur les inégalités sociales et de santé de Montréal. M. Mario Régis, vice-président au développement social Centraide du Grand Montréal. Finalement, M. Antonin Labossière, architecte associé chez Rayside Labossière. C'est moi qui ai l'honneur, la chance, le péril d'animer la démarche qu'on a appelée l'alvéole d'innovation. L'exercice, c'est vraiment de réunir des personnes qui ont des expertises dans leur propre champ de pratique et des expertises solides et qui aussi sont profondément engagées dans ces champs de pratique-là. Et on va passer vraiment une journée, pratiquement une journée et demie ensemble, là, à essayer de voir est-ce qu'on peut identifier une action, est-ce qu'on peut identifier un geste, une intervention, c'est pas trop comment le nommer, là, quelque chose qui pourrait avoir un impact, qui pourrait peut-être permettre de faire un changement, faire avancer cette intégration-là entre le social et l'aménagement urbain. Donc, c'est vraiment à partir de l'expérience riche de ces personnes-là qu'on va essayer de dégager peut-être un point de convergence. On va vraiment plus tenter de comprendre c'est quoi les forces sous-jacentes qui viennent influencer, dans le fond, nos choix au niveau d'aménagement urbain pour être capable de bien se les représenter, de cartographier ces forces-là et pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, est-ce que, bon, on peut utiliser le mot prototype, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pense qu'on peut trouver qui pourrait peut-être avoir un effet, un impact. C'est le défi qu'on lance aux participants de l'alvéole. Ce qui s'est passé dans l'alvéole, c'est qu'on a d'abord débuté par un échange pour voir un peu d'où on venait, ce qu'on avait comme un peu réflexion sur la question en général. Ensuite, on est allé faire du terrain. Donc, on était tous accompagnés d'un guide qui est quelqu'un qui est un résident de plus ou moins longue date, qui est quelqu'un qui a des implications citoyennes à différents titres, qui a un regard particulier sur le quartier. Et donc, ces gens-là nous transmettaient une façon de voir le quartier, une façon de lire le quartier, une façon d'envisager l'avenir, les perspectives d'avenir de ce quartier-là. Et au retour, on a discuté entre nous en présentant brièvement ce qu'on avait retiré de cet exercice-là. Et ensuite, on s'est brièvement intéressé à quels sont les éléments qui nous apparaissent les points d'ancrage principaux d'une stratégie d'intervention qui vise notamment à mieux articuler le social et le spatial, donc les politiques sociales avec notamment les pratiques d'aménagement et pratiques d'urbanisme. Vraiment, je suis chanceuse parce qu'il y a des gens vraiment qui ont des connaissances incroyables, c'est diversifié. C'est un beau groupe, c'est un groupe où on voyait aujourd'hui l'énergie que les gens veulent vraiment. On veut changer la ville, on veut améliorer la ville pour les citoyens. On est vraiment là pour ça. Alors vraiment, c'est de faire partie de cette alvéole-là, c'est vraiment un privilège. On a un bon bagage sur lequel on va certainement travailler demain. Mais j'ai l'impression qu'on est au début d'un marathon. Là. On est bien réchauffé. On a le goût de parler de développement urbain, de développement inclusif, développement social. Puis j'ai hâte à demain pour qu'on poursuive cette lancée-là.
Bonjour, Gérard Baudet, je suis professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage et je laisserai les autres membres se présenter par la suite. Donc, je vais vous présenter les éléments contextuels. En fait, on nous a passé une commande, mais il fallait qu'on s'accroche à quelque chose en quelque part. Il fallait qu'on réponde en quelque sorte à une certaine lecture qu'on avait de la problématique à laquelle nous nous confrontions. Un élément qui nous est apparu absolument fondamental, c'est de reconnaître que tous les faits sociaux comportent une dimension spatiale et que toute intervention spatiale territoriale a nécessairement une dimension sociale. Une société sans territoire, ça n'existe pas. Et donc, le découpage qu'on fait de la réalité, en parlant tantôt du social dans certains milieux, en parlant tantôt du spatial, c'est par commodité, c'est parce que les choses sont extrêmement complexes, mais la réalité, elle n'est pas scindée en deux entités. Donc, ça nous apparaissait important de le rappeler. Important aussi de rappeler que, par définition, de tout temps, et ça le sera toujours inévitablement, l'espace est ségrégué par définition. Il n'y a pas d'équivalence dans tous les espaces constitutifs d'une ville, d'un quartier, d'un territoire national. Il y a des différences héritées, il y a des différences qu'on construit aujourd'hui, il y aura des différences que d'autres construiront un jour. Et donc, tous les lieux ne sont pas équivalents, mais au surplus, la mobilité socio-spatiale n'est pas équitablement partagée. Il y a des gens qui ont une capacité de se mouvoir dans l'espace, y compris ceux qui décident de ne pas bouger parce qu'ils sont très bien là où ils sont, et il y a ceux qui doivent se contenter de ce qui leur reste, de ce qu'on leur laisse. Et ça, c'est à peu près inévitable. Ça ne veut pas dire qu'on accepte cet état de fait dans ces configurations actuelles, mais ça veut dire qu'il faut travailler en fonction de ce paramètre-là. Autre élément, c'est que la distribution des inégalités de revenus, qui est bien réelle dans nos sociétés, qui est même en croissance dans nos sociétés, se double malheureusement d'une ségrégation économique. Et la ségrégation économique, ça veut dire que des gens qui ont moins de revenus, donc qui ont moins de choix dans les localisations qui leur sont offertes, vont être confrontés à un stock de logements de moins bonne qualité, des écoles qui ont un nombre d'étudiants en difficulté supérieure, une offre de commerce de services de proximité déficiente, on parle des déserts alimentaires par exemple, une offre en transport collectif insuffisante, rareté d'emplois de qualité, présence de nuisances environnementales de toutes sortes et vulnérabilité socio-sanitaire. Donc, ce n'est pas tout d'être défavorisé au plan du salaire, au plan des revenus. Si au surplus, ça nous confine dans des quartiers poqués, dans des quartiers mal foutus, mais évidemment, ça vient ajouter au poids d'être déjà défavorisé par les revenus. On s'est aussi intéressé à la question du mode d'intervention. On sait, traditionnellement, il y a deux grands modes d'intervention dans nos sociétés. Il y a le top-down et il y a le bottom-up. Ces modes d'intervention, on reconnaît que ça permet à l'occasion des convergences optimales, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte. Mais il arrive aussi souvent qu'on n'arrive pas à faire converger les aspirations, les attentes, les préoccupations des gens. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait penser un dispositif qui permettrait d'avoir justement, de passer d'une convergence circonstancielle à une cohérence structurée? C'est-à-dire que s'assurer que les résultats sont optimums dans la majorité des cas et non pas dépendants du bon vouloir des uns et des autres et des circonstances. Tout ça, pourquoi faire? Tout simplement parce qu'on pense qu'on doit se doter à toutes les échelles, à l'échelle locale, à l'échelle métropolitaine, à l'échelle du voisinage, à l'échelle de l'arrondissement, de véritables projets urbains. On pense qu'il faut sortir de la logique des projets immobiliers ou des projets d'infrastructure. Une ville, ce n'est pas que des ensembles immobiliers, ce ne sont pas que des infrastructures. Une ville, c'est un tout qui va bien au-delà de ses composants. Et donc, on pense qu'il faut que tout ça soit mis au service d'un projet urbain, et un projet urbain qui est caractérisé par un échéancier qui lui est propre, qui n'est pas l'échéancier, évidemment, des élus, qui est de 4 ans, qui n'est pas l'échéancier des projets immobiliers, qui est de l'ordre de 3 à 5 ans en général, qui est un échéancier qui s'échelonne facilement sur 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et il faut en être conscient, ça prend du temps à construire. Et tout ça, pourquoi? Quelle est le grand objectif qu'on se donne? Ce serait de faire de Montréal, pour son 400e anniversaire, une ville qui serait inclusive, une ville qui serait socialement et spatialement équitable, donc où tout le monde y trouverait son compte. Et ça veut dire qu'il faut s'attaquer en priorité à tous ces milieux défavorisés, à tous ces lieux où les gens n'ont pas accès à l'ensemble des ressources qui sont nécessaires, qui sont normales dans une société. Donc, des lieux qui vont être requalifiés en priorité, justement pour bâtir cette équité. Rapidement. Alain Meunier, de Communagir. Marie-France Reynaud, Direction de santé publique, Centre Léa Robert.
Véronique Fournier, Centre d'écologie urbaine de Montréal. Véronica Islas, Carrefour des ressources en interculturel. Cédric Constantin du groupe MAC. Joanne de Rome, Service de la diversité sociale et des sports Ville de Montréal. Maxime Bragoli de La Pépinière. Antoine Labossière, Richard Architecte Labossière. Richard de Labossière Architecte. Mario Régis, Centraide du Grand Montréal. Alors, on s'est dit, dans 25 ans, le 400e anniversaire de la métropole, ce serait quoi le slogan de Montréal dans 25 ans? Mais c'est Montréal, la métropole la plus équitable au monde, dans son ensemble et aussi dans chacun de ses quartiers. Et je vais refaire la blague parce que j'ai oublié d'enlever le dans. C'est pour insister sur la vie de quartier aussi. C'est très important d'agir sur deux niveaux. Je pense qu'on arrive avec des valeurs aussi que... on s'est basé aussi sur la politique de développement social qui a été présentée là, sur les tables, qui était très éloquente et très complète. On a fait des petits ajustements. Fait que, en 25 ans, on travaille au niveau de la dignité parce que je pense que c'est très important d'inclure toutes les populations, d'avoir un sentiment de fierté et de responsabilité puis de pouvoir aux yeux de notre communauté. Des valeurs de partage, c'est très important au niveau de l'inclusion et de la réflexion collective. On parle de durabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va arriver? Il ne faut pas le voir dans un horizon de 5 ans, comme on l'a dit, mais plus dans un horizon de 25 ans. Un legs à nos enfants puis aux générations futures. Une capacité de reconnaissance du grand, mais aussi du petit, du macro et du micro. Et des valeurs d'inclusion de toute population et de tout type. Les critères, on a décliné notre travail sur des critères d'évaluation qui permettraient de cette nouvelle articulation. On cherche à avoir des éléments qui seraient mesurables éventuellement, mais on cherche vraiment à focusser sur ces inégalités. De la partie qui a été présentée, on s'est dit quels sont les éléments qui pourraient être faits. Alors, réduction des inégalités d'actifs, on parle peut-être par des mécanismes de captation de valeur foncière, pour garder le capital dans le quartier, mais aussi de faire en sorte que les gens du quartier soient capables éventuellement de rester dans le quartier par des coopératives ou des systèmes immobiliers. Accès à un logement salubre et abordable. Tout le monde devrait avoir, c'est des mesures de base, mais je pense que tout le monde ici ne connaisse pas des réalités qui existent à Montréal. Fait que je pense que ça a été des éléments qu'on a discuté beaucoup au courant des 2 dernières journées. Encourager le travail, mais aussi une participation sociale. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est rémunéré pour faire une action, que ce n'est pas dans la dignité. La participation sociale est super importante. Je pense aux aînés ou les personnes à mobilité réduite. Soutien à l'éducation / formation tout au long de la vie. Je parle d'un soutien, ça ne veut pas nécessairement dire que le gouvernement doit subventionner l'entièreté des programmes de formation, mais vraiment encourager ou de l'inciter simplement dans une communication ou par des contributions financières. On parle de la CPE jusqu'au programme pour aînés. Moteur de fierté, l'esthétique. On parle beaucoup du beau aujourd'hui. Qu'est-ce que le beau? Est-ce que le beau est au cœur d'un dialogue? Oui, je pense que la fierté d'avoir une belle ville, c'est très important. D'autres critères aussi qu'on a développés, maintien d'une offre culturelle diversifiée et accessible. C'est peut-être pas la gratuité de l'offre culturelle parce qu'il faut que les artistes vivent aussi dans la dignité. Payons les artistes, mais assurons qu'on ait une diversité pour que tous les genres soient entendus. Les arts, c'est très important et doivent être au cœur de notre réflexion de demain. Création d'environnements favorables à la santé. Au lieu de voir dans une optique de réparer, pourquoi pas prévenir? Alors, dans nos réflexions d'environnement de vie de demain, des activités, de l'alimentation, sécurité, absence de nuisances environnementales, puis des mécanismes qui permettent d'offrir des services de première nécessité, de qualité et de gratuit. La capacité de faire en sorte qu'on ait un système d'urgence qui serait gratuit, mais s'il y a des niveaux de meilleure qualité de vie, mais éventuellement le poids sur le système de santé serait moins grand. Et faire du réseau de transport collectif et actif efficace qui soit à l'échelle de la communauté métropolitaine
comme l'assise de la mobilité. Mobilité est un élément d'inclusion. Si les gens ont besoin de se déplacer pour avoir un accès au travail et des éléments qui diversifient. On ne voulait pas embarquer à des exemples. Je pense que c'est un terrain glissant, c'est un chantier, c'est le chantier de demain. Donner des exemples de métriques qui va pouvoir voir si on est en lien avec les valeurs et les différents critères qu'on a identifiés. On a juste donné un, puis le reste, on s'est parti en couille, si on veut. On avait de la difficulté à avoir un consensus. Fait qu'on s'est dit, on va juste en mettre un. Ça a été très ardu, l'alvéole, parce qu'on ne savait pas sur quoi on allait devoir livrer. Puis on s'était dit, OK, on va essayer dans cette direction-là. Fait que ça, je pense que c'est un chantier à défaire. On s'est tous dit qu'on pourrait se revoir dans le futur. C'était vraiment super sympathique comme démarche. J'encourage ce genre d'initiative. Un think tank au service de la ville, un peu comme les hackathons. Qui amène notre diagramme. Merci. Effectivement, je renchéris sur les propos de Maxime. C'était fort intéressant, mais vous comprendrez qu'à travers l'exercice, on a fait beaucoup de flèches, de bois, de ci, de ça, du comment, où on va aller, etc. Donc, dans les quelques minutes qu'on a eues, on a essayé de transposer tout un flip chart d'idées dans une diapo de PowerPoint. Alors, vous comprendrez qu'il y a peut-être des nuances qui sont perdues un peu en chemin. Mais l'idée, on s'est dit, dans une vision où on parle de Montréal dans 25 ans, la ville la plus équitable au monde, on s'est dit, on va avoir l'ambition pour Montréal de se positionner de cette manière-là. Comment y parvenir? Et en partant des constats où on dit qu'il y a une équité, il y a des enjeux d'équité territoriale, des enjeux d'équité sociale qui se répondent et sont les deux facettes, en guillemets, d'une médaille sur le développement social, on s'est dit, bien, essayons de trouver finalement les dispositifs qui vont nous permettre d'inscrire le lien entre le développement urbain et le développement social dans l'atteinte d'avoir, d'ici 25 ans, la ville la plus équitable au monde. Alors, on s'est dit que ça pourrait partir d'une démarche où on met l'équité au cœur des décisions et de nos processus même d'élaboration du projet urbain. Bien sûr, on part du départ des aspirations des citoyens à l'échelle des quartiers, des besoins aspirations, donc à travers l'idée d'une agora, du débat public, de la capacité de faire émerger des actions ou des projets porteurs et de dire, bien, passons-les à travers les lunettes de quels seraient les critères pour une ville équitable. On en a nommé quelques-uns précédemment. Et de dire à travers ça, bien, il y a différents dispositifs pour y parvenir. Je vais y aller rapidement. Il y a un dispositif financier. On se disait, bien, pourquoi dorénavant la Ville ne pourrait pas inclure des mesures d'impact, d'équité en lien avec les choix d'investissement financier, par exemple au niveau des infrastructures ou des plans triennaux d'immobilisation, de sorte à changer le paradigme d'investissement, puis en même temps de s'assurer qu'on inscrit de manière durable des critères de développement social dans nos choix importants au niveau du développement de la Ville. On parle, par exemple, de critères réglementaires. Bien, pourquoi pas trouver finalement les mécanismes où on va donner un poids réglementaire, donc d'inscrire des critères d'équité, de développement social au sein de nos grands outils de planification urbaine, le PMAD, les projets particuliers d'urbanisme, le plan d'urbanisme, qui est même à dire on partage des indicateurs qui sont communs, de sorte à donner un même poids à ces volontés-là d'action. Sur le volet expertise, pour arriver à une ville plus équitable, on doit également aussi profiter de notre expertise. On parle d'universités, de professionnels sur des questions d'équité, sur la manière de mettre en place ces processus-là. Et également aussi un des dispositifs importants à notre sens, c'est celui des citoyens et de l'éducation à citoyenneté, de l'information jusqu'à des démarches de budget participatif où réellement il y a un engagement citoyen dans la réalisation de projets concrets dans la ville. De ces projets de dispositifs, on s'est dit, bien, il y a de ces projets qui peuvent être, ces dispositifs-là, pardon, peuvent éclairer à la fois des champs d'action de la ville, mais également aussi des projets concrets d'action par quartier. Et de ces projets-là, bien, on s'est dit, créons une commission permanente de l'équité. Pourquoi une commission permanente de l'équité? Bien, de sorte à avoir un dispositif de gouvernance qui permet à la fois à des citoyens, des parties prenantes, la société civile, même les acteurs économiques, de porter une lunette sur l'équité et notre capacité d'atteindre nos objectifs d'équité. Puis en même temps, on s'est dit, bien, prenons certains projets, 2 à 3 par année, sur 25 ans, à chaque année, des projets qui sont porteurs en termes d'équité et qui vont rejoindre à la fois des objectifs de citoyenneté, à la fois des objectifs financiers, à la fois l'expertise, également des éléments réglementaires pour amener des processus
d'innovation, de transformation et de durabilité. Et dans ce sens-là, on se dit, bien, si d'ici 25 ans, à toutes les années, on amène des projets qui sont porteurs, qui incluent la lunette de l'équité et qui, à la fois aussi, on change des paradigmes, bon, on pense que le 400e, on sera fiers de se dire, bon, on est la ville la plus équitable au monde. Fait qu'on se donne rendez-vous dans 25 ans.